Cahier de l'Ange numéro 20, le 4 mai 2019. Origine des concepts du service de soi et service d'autrui, un indispensable rappel. Et boson et fermion, les deux quantiques quantiques de l'ange. Pour aborder ce cahier, un petit rappel historique de l'origine du concept service de soi et service d'autrui nous semble indispensable. Le service de soi et service d'autrui sont deux idées de service à l'évolution dont les rudiments sont inscrits dans la génétique et la psyché de l'homme depuis sa genèse. Elles servent de ligne directrice au progrès de l'âme. Ces notions de service ont ressurgi quelques années après les événements d'Hiroshima et Nagasaki du 6 et 9 août 1945, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Que s'est-il passé à ce moment-là? L'explosion des bombes nucléaires américaines au Japon a provoqué une coupure dans le champ magnétique terrestre, dont les effets se sont répercutés à travers notre système solaire. Cette catastrophe d'ordre électronucléaire forte a provoqué une rupture dans le continuum espace-temps qui, perçu par une conscience humaine de troisième densité, ouvre de nouveaux potentiels dans le champ électronucléaire faible. Profitant de cette faille temporelle, des êtres venus d'ailleurs ont pénétré la protection magnétique de la planète Terre pour prévenir l'humanité du danger qu'elle encourait si elle poursuivait sa course insensée et irréfléchie dans sa direction actuelle, qu'ils dénommaient la voie du service de soi. Lorsqu'ils ont eu affaire à eux, les militaires américains ont d'abord confondu ces entités de forme humanoïde avec des créatures extraterrestres. Mais depuis les années 1960, la NASA les désigne plutôt comme des extranéens ou voyageurs temporels parce que ces créatures proviennent du néant. Autrement dit, non pas du présent, mais du passé ou du futur. Néanmoins, les directions temporelles passé-futur, n'ayant pas de consistance dans la réalité des mondes de l'antimatière, ces extranéens voyagent dans les différentes époques de notre planète en remontant des trous de verre, des couloirs du temps, qui parcourent les bras galactiques. Ces êtres ne sont donc pas forcément issus d'un système extraplanétaire éloigné, mais certains proviennent de la Terre elle-même ou de son système solaire, localisé dans un passé ou un futur plus ou moins éloigné. Ainsi, de la même manière qu'ils maîtrisent le voyage dans l'espace galactique, ces entités maîtrisent le voyage dans le temps. Certaines de ces créatures humanoïdes se prétendent être des émissaires de l'humanité future. Elles seraient donc nous dans le futur. Mais nous, humains contemporains, les désignons généralement comme des petits gris, short greys, grands gris, tall greys, ou autres gris, parce que nous ne sommes pas capables de percevoir leur fréquence vibratoire, et qu'à cause de cela, nous ne savons pas les différencier parmi la multitude de peuples galactiques de même apparence que les gris. En réalité, certaines de ces entités de type gris ne le sont pas. Elles n'en ont que l'apparence. Les Isbi aussi ont l'apparence de gris, mais ils sont simplement des esprits de sixième densité qui, par un mécanisme découlant de leur forme pensée, se sont constitués un corps qui, pour nous humains, possède l'apparence de gris. L'humain perçoit donc la plupart de ces entités comme des extraterrestres gris, de fréquence plus ou moins neutre, tout bonnement parce que le cerveau humain reste incapable de lire leur fréquence vibratoire véritable, qui est située dans les sphères de réalité supérieure de quatrième densité. Les gris ne sont donc ni noirs ni blancs, mais ces humanoïdes du futur, tout comme l'humain actuel, sont généralement restés prédateurs. Grâce à leur intelligence et leur technologie avancée, ils ont appris à voyager dans le temps-espace. Provenant des mondes qui pour nous représentent l'antimatière, ils nous préviennent désormais de ne pas emprunter la même voie d'évolution qu'eux. Ils ont affirmé aux militaires des différents pays de notre planète que leur race de forme humanoïde serait sur le point de disparaître. Il est établi que les gris parviennent à l'aboutissement d'un grand cycle d'évolution anthropique de quatrième densité parce que sous l'autorité de l'ancien empire reptilien des Dracos et de certaines entités d'Orion,
ils n'ont pas appris comment se reconnecter à leur soi supérieur afin de pouvoir accepter la guidance découlant de la loi de l'un. L'un est ce que l'homme nomme le créateur. L'unicité répond à une loi naturelle régissant ces mondes unifiés. Du fait que ces grilles étaient des humains engagés dans un futur resté beaucoup trop dépendant de sa technologie, certaines de leurs lignées sont en train de dégénérer et succomber à l'esprit mécanique et technologique de leur monde. Leur monde qui, dans leur passé, avait débuté par l'instauration d'un nouvel ordre mondial technologique est désormais piloté, surveillé et dépassé par ce qui deviendra dans le futur de l'humain le monde de l'intelligence artificielle. Pourtant, quelques-unes parmi ces entités humanoïdes ont découvert le moyen de faire progresser leur âme vers des densités supérieures de réalité. À l'aide de leur technologie antigravitationnelle, ils ont remonté les couloirs du temps pour parvenir à s'écraser et à mourir dans notre monde de troisième densité. Dans ce contexte, la série de crashs d'OVNI dans le Nevada et dans le Nouveau-Mexique de l'après-Roswell se révélera donc être des suicides délibérés afin que l'âme de ces êtres puisse se réincarner dans un corps humain de troisième densité et que ces entités puissent retrouver le chemin d'une voie d'évolution naturelle et légitime. Ces entités qui de nos jours sont devenues des hybrides humains tentent désormais de corriger leurs erreurs en créant une nouvelle ligne temporelle. Et elles sont à l'ouvrage depuis ce fameux crash en 1947. Ce n'est donc pas par hasard si ces entités, de retour de notre futur, insistent pour que leur message soit entendu. Ces voyageurs du temps ont voulu informer les gouvernements légitimes de la planète du danger qui guette l'homme moderne, puisque eux-mêmes trouveraient une porte de sortie à leur destinée anthropique suspendue dans les limbes du non-temps. Mais nous savons également aujourd'hui que l'élite militaro-industrielle de la planète se préoccupait davantage de s'accaparer leur technologie que de s'intéresser à comprendre comment pacifier notre monde afin que l'humain puisse retrouver son chemin légitime du service d'autrui. C'est donc pour ces mauvaises bonnes raisons que le gouvernement secret avait diffamé leur message, récupéré leur technologie soi-disant extraterrestre et fait disparaître les preuves. Dans son futur, il comptait écraser ses opposants lors d'une troisième guerre mondiale. Cela dit, ce futur se réalise aujourd'hui, car les nombreux conflits générés artificiellement par les agents du nouvel ordre mondial planétaire construisent en ce moment même cette troisième guerre que les médias officiels à leur solde continuent d'étouffer à coups de mensonges et de distractions télévisées. En effet, ce troisième conflit mondial a débuté depuis quelques années déjà, puisqu'il avait été planifié dès les années 50. Mais cette fois-ci, comme cette guerre utilise des armes encore plus meurtrières, parce que silencieuses et à effet retard, la véritable cause du chaos planétaire actuel passe quasiment inaperçue pour l'humain ordinaire, endormi et ignorant. Ce génocide mondial s'accomplit de nos jours par le déploiement inconsidéré des technologies à ondes électromagnétiques, Wi-Fi, Bluetooth, Linky, HARP, etc., manipulation virale, Ebola, vaccination de masse, etc., OGM alimentaire et manipulation chimique du glucose, sucre et excipients raffinés, etc., technologie psychotronique, ampoules à LED et lumière bleue des écrans de télé, des tablettes et ordinateurs, etc. Technologie MK de manipulation de la pensée, ingénierie magnétique, antigravitationnelle ou furtive, etc. Il s'agit donc de comprendre que la véritable cause de ce génocide n'est pas humaine, mais d'origine hyperdimensionnelle. Autrement dit, orchestrée par des prédateurs de races différentes, dont certaines sont reptiliennes, venus d'autres mondes, qui savent utiliser le psychisme, l'intelligence et parfois même le corps humain pour lui faire accomplir ce que naturellement il ne ferait jamais. Nous avons actuellement une magnifique démonstration de cette inhumanité programmée par contrôle mental à travers les actes de violence des forces de l'ordre et des agents infiltrés parmi les casseurs gilets jaunes à la solde de ces gouvernements de l'ombre.
Cette guerre psychique et métaphysique est en cours en ce moment même. Métaphysique signifie recherche ayant pour objet la connaissance de l'être, des origines de l'univers et des principes premiers de la connaissance, esprit, nature, Dieu, matière. Elle a pour but de supprimer un maximum d'humains de la surface de la planète pour que la population du futur redevienne gérable et contrôlable. C'est le plan du nouvel ordre mondial désormais en cours. Il vise dans les années à venir la révocation de l'Europe, puis l'effacement de la génétique sémite de la surface de la Terre. Nous savons donc désormais que pour notre humanité moderne, il s'agit de la fin programmée de son monde. Nous savons aussi que parmi elles, des individus parfaitement informés œuvrent discrètement pour le changement et l'évolution de la conscience humaine. Car les vrais humains, portant le génome sémite, ont demandé de l'aide. La génétique sémite est celle dont les mitochondries portent les codes du service d'autrui SDA de la prochaine civilisation humaine. Et c'est pour répondre à cet appel de détresse que des âmes en provenance du futur se sont incarnées dans des corps humains afin d'utiliser la faculté épigénétique de transformation de ces codes ADN. C'est ainsi que des âmes volontaires pour cette mission sont revenues du futur pour tenter de réinstaurer un nouvel équilibre entre les deux voies de service. Elles œuvrent précautionneusement sur notre planète afin de rétablir en douceur un nouvel équilibre entre les lignées humaines du service de soi et celles du service d'autrui. Cet équilibre en devenir entre ces deux voies de service est destiné à redémarrer un prochain cycle de troisième densité sur Terre. Nouveau cycle que les anciennes sagesses avaient dénommé l'âge d'or. Ceci dit, posons-nous maintenant la vraie question. Que représentent ces deux voies de service qui, d'après ces entités hyperdimensionnelles, sont à la fois opposées et complémentaires? Quelles sont les clés pour comprendre les concepts du service de soi et ceux du service d'autrui? Puisque notre ange et les Cassiopéens l'avaient déjà révélé, nous savons désormais que l'envie de posséder représente cette clé. L'individu au service de soi possède. Sa première impulsion psychique est de l'ordre du comportement animal puisqu'elle découle de son cortex reptilien. Il possède par l'argent le pouvoir, la suprématie, en amassant tout ce qu'il peut acquérir. Il possède ses terres, son argent, sa maison, ses propriétés, ses voitures, ses animaux, son bétail, sa femme ou son homme, ses titres, son travail, etc. Ceci m'appartient, je suis propriétaire, j'en suis maître, c'est à moi. Car je l'ai acheté avec de l'argent et je peux même le revendre pour encore plus d'argent. L'humain au service de son petit soi est confronté en permanence au besoin de se valoriser au travers de compétitions, de rivalités, de concurrence, d'exploits. Tel un coq dans sa basse-cour, il a besoin d'être adulé, de plaire, de briller, d'être reconnu, comme par exemple dans des compétitions sportives, des concours, dans le divertissement, en politique, au travail, etc. Il éprouve également le besoin d'être reconnu par sa famille, ses pairs, la société. Il accumulera alors diplômes, prix, trophées, titres, grades, médailles, et se sentira en défaite, vulnérable, humilié, et échouera lorsqu'il n'arrivera pas à démontrer sa valeur. Ce genre d'individu a souvent tendance à prendre ses désirs pour des réalités. Au travers de son comportement égotique, il fera donc tout ce qui est en son pouvoir pour que ses désirs se réalisent. Un tel individu, lorsqu'il se promène dans la nature parmi les fleurs, ne pourra pas résister à l'envie de les cueillir, de se les approprier pour en réaliser un gros bouquet à offrir, pour recevoir de l'affection, être aimé ou bien décorer sa maison. Il éprouve également de la satisfaction ou du bonheur en possédant un animal uniquement pour son plaisir personnel. Il arrive même à éprouver du plaisir à tuer ou à détruire. Dans le fonctionnement au service de son petit soi, le concept de don gratuit n'existe pas,
puisque même dans son inconscient refoulé, l'individu attend toujours une contrepartie. Et comme il ignore l'existence de son être-té supérieur ou transcendé, le soi supérieur évoluant dans des densités d'existence plus élevées, il est incapable de faire confiance en sa guidance. C'est alors, ignorant de cette réalité, qu'il travaille dur, compte son argent, l'économise, fait des réserves, des prévisions, contracte des assurances, s'endette et épargne, puis s'enferme dans sa tour d'ivoire en tremblant de peur d'être volé. Pour arriver à ses fins, il cherche aussi à s'approprier les biens des autres. Souvent même, il vole, ment, triche, surveille, épie, espionne, puis trompe, détourne, arnaque et devient jaloux, possessif, envieux, orgueilleux. Et si par infortune il se voit acculé à devoir faire un don, l'individu au service de soi cherchera automatiquement une compensation ou de la reconnaissance en retour. Je te donne ceci, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Je te prodigue un soin, tu me dois de l'argent, ou que me proposes-tu en échange? Parfois même, il ira jusqu'à oser demander une compensation d'ordre affectif ou sexuel. Ce comportement est emblématique parmi les élites, les politiciens et les gros mafieux de l'industrie de notre monde, mais pas que. La très grande majorité des humains fonctionne sur le mode du service à son petit soi égotique. En vérité, l'individu au service de soi est incapable de comprendre le mode d'existence au service d'autrui. Il ne sait pas réaliser un don véritable sans attente d'un retour, car il ignore ou a oublié la dynamique des flux de l'énergie au sein de l'univers quantique. Il ignore aussi que l'argent représente une forme densifiée et matérialisée de cette énergie universelle. L'individu ordinaire n'a donc pas connaissance que le flux de l'énergie créatrice est omniprésent dans l'univers. Elle est prodigalité et prospérité, puisqu'elle provient des prodiges des lois de l'univers et des miracles arrangés par l'âme. La voie SDS est somme toute celle des gens qui se limitent à ne servir que leur petit soi. Ce sont des individus égoïstes et égocentriques qui conduisent continuellement les autres à les servir. Et pour parvenir à leur fin, ils trouvent toujours les moyens de les manipuler. Au niveau des élites ou des politiciens, le soi qu'ils servent se réduit à un ego qui règne par la manipulation d'autrui. Les organisations politiques n'existent au final que pour asservir le peuple et non pour le servir. Néanmoins, même parmi ces élites, les individus au service de leur soi finissent toujours eux aussi par être manipulés pour servir d'autres créatures qui leur sont supérieures. Ces individus ont été dupés par le corpus de prédateurs transdimensionnels qui leur a laissé croire que grâce à l'éducation et aux instructions qu'ils ont reçues, selon les préceptes de leur école supérieure d'enseignement, ils attireraient à eux le prestige, le pouvoir et l'argent. Sans parler des doctrines religieuses ou celles de l'éducation populaire, qui annoncent que se contenter de croire, d'obéir ou d'abandonner son pouvoir à la hiérarchie constituée procure le salut. Notre société moderne révèle ainsi sa structure en pyramide, dans laquelle souvent même, sans en être conscients, des individus des grades supérieurs prennent à ceux du dessous par la tromperie et la manipulation. Finalement, c'est toujours celui qui prend qui devient celui à qui l'on prend. Alors tous ceux qui sont en bas de la pyramide, c'est-à-dire la majorité des gens, le bas peuple, n'ont personne à qui prendre. C'est pourquoi ils se font engloutir d'échelon en échelon par le niveau supérieur jusqu'au sommet où le tout expire. À l'inverse, dans les mondes du service d'autrui, le maître mot est donner. Et si des individus en cheminement au service d'autrui s'associent à d'autres individus donneurs SDA, tout le monde reçoit puisque personne ne prend et ne peut prendre. Il n'y a donc personne en souffrance en bas de cette structure, ni personne dans la luxuriance excessive à son sommet. Au final, chacun finira par servir quelqu'un d'autre, puisque le principe régisseur de ce système est l'intention du don de soi. C'est pourquoi dans les mondes SDA, la structure pyramidale devient obsolète.
On parlera alors d'une figure en cercle qui dévoile un équilibre dans lequel personne n'est privilégié, mais aussi dans lequel personne ne manque de rien. La véritable prospérité n'est rien d'autre que de l'énergie libre en perpétuel mouvement. Mais avant de se matérialiser, se densifier et devenir réalité, cette énergie en mouvement se manifeste d'abord sous forme de potentiel de réalité. Lorsque nous avons commencé à percevoir que le scénario de notre réalité avait des origines transdimensionnelles, nous avons questionné l'ange qui, pour entamer nos recherches, nous avait aiguillés sur Internet. Ainsi, pour compléter notre investigation au sujet de l'agencement de la réalité de notre monde, faisons alors un petit détour par la physique des particules. Dans cette discipline, ces phénomènes spirituels relatifs à l'énergie ne relèvent pas d'autre chose que de recherches fondamentales sur le sens de la vie et de l'existence dans l'univers. Ces phénomènes ne sont que relativement connus par les scientifiques et encore. Ces derniers ne sont souvent pas d'accord entre eux et quand bien même très peu de gens s'y intéressent. Les physiciens commencent à expliquer ces phénomènes relatifs à l'énergie à partir de seulement 4 forces fondamentales, mais leurs théories ne s'appliquant qu'en troisième densité ne sont pas vérifiables en quatrième densité. Elles n'ont généralement aucun sens à un niveau supérieur de 4, 5 ou sixième densité de réalité, puisque ces mondes ne sont ni soumis à la vitesse, ni au temps, souvent même pas à la gravité, telles que leurs lois sont éprouvées et connues dans notre densité de réalité. Dans notre troisième densité, 2 de ces forces nous sont assez familières. La force électromagnétique, ou force de Lorentz, force que va subir une particule chargée dans un champ électrique ou magnétique, et la force de gravitation, phénomène d'interaction physique qui, sous l'effet de leur masse, cause l'attraction réciproque des corps massifs entre eux. Mais d'après ce que nous a révélé notre soi du futur, les effets de ces 2 forces ne constitueraient au final qu'une seule et même force qui, sous l'influence d'un observateur créateur, serait responsable de la gravitation. Évidemment, les effets de ces 2 forces agissent seulement au niveau subatomique, mais seraient structurés à des niveaux de conscience supérieurs. De même, les 2 autres forces, la force nucléaire forte, responsable de la cohésion des noyaux atomiques, et la force nucléaire faible, intervenant dans le processus de fission nucléaire, seraient également les 2 aspects d'une même force. Mais ces 2 forces seraient en miroir l'une de l'autre parce qu'elles auraient des spins mutuellement inversés. Dans les éléments qui constituent ces forces, le boson est une particule plus petite que l'atome avec un spin entier, différencié des fermions qui ont un spin demi-entier. Les bosons ne sont pas la matière, mais des médiateurs de force. Cela signifie que lorsqu'une force s'exerce entre 2 particules de matière, cela se fait par l'intermédiaire des bosons. En conséquence, les potentiels de réalité s'observent sous la forme de particules atomiques appelées fermions et bosons. Les bosons participent à construire la matière. Ils sont des vecteurs de force qui répondent au champ de la conscience. Invisibles à l'œil, ils sont omniprésents et disséminés dans notre réalité lorsqu'ils ne sont pas contrôlés, organisés ou gouvernés par exemple par la peur du manque. Cela signifie que quand la force magnétique d'une conscience inébranlable, déterminée et soutenue s'exerce entre 2 particules de matière, cette interaction est manifestée par les bosons qui deviennent alors le ciment élémentaire de la réalité créée par cette conscience déterminée par sa foi. Les fermions, quant à eux, sont des particules qui permettent de constituer la matière, comme par exemple les électrons, mais aussi les quarks, qui s'assemblent pour former les protons et les neutrons. Les fermions représentent aussi une nature duelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent se comporter comme des particules, mais aussi comme des ondes. Par contre, à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire lorsque quelqu'un les observe,
ils apparaissent tous comme des particules. La famille des bosons inclut des particules élémentaires telles les fermions fondamentaux, quarks, leptons et leurs antiparticules, les antiquarks et les antileptons, qui composent la matière et l'antimatière. Les bosons sont des vecteurs de force qui jouent donc un rôle dans les interactions élémentaires entre les fermions. Après nous avoir aiguillés à enquêter sur les particules élémentaires, l'ange nous apprenait ensuite. C'est parce qu'ils sont disciplinés ou organisés par des fréquences de résonance provenant de peur, haine, inquiétude, méfiance, que les bosons manifestent une réalité limitée et anthropique. L'individu au service de soi, puisqu'il ignore la portée réelle de ces lois universelles, demeure constamment sous l'influence des consciences parasites prédatrices. Il reste donc impliqué de façon permanente dans des boucles de rétrocausalité, des processus karmiques répétitifs, avec ses proches, sa famille, ses voisins, son environnement, puisque c'est à un niveau supérieur, c'est-à-dire en quatrième densité SDS, que la conscience prédatrice organise les bosons, de sorte à faire vivre l'enfer à l'individu inconscient de son pouvoir créateur légitime. Il reste ainsi conditionné à croire que de vouloir gérer et contrôler le flux de l'énergie doit répondre à ses besoins égotiques d'autosatisfaction. Et c'est par cette illusion quantique qu'il est alors sans cesse amené à croire que l'autre est responsable de son malheur. Et c'est aussi par des pulsions de victime ou de sauveur d'autrui que ces croyances l'amènent alors très souvent à violer le libre arbitre de son prochain. Comme par exemple en s'invitant à aider quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Sans s'en rendre compte, cet individu va insidieusement pénétrer et détourner le libre arbitre d'autrui. Ce comportement n'est autre qu'une forme de pillage énergétique inconscient de la bulle de liberté de l'autre. À l'inverse, ces mêmes bosons peuvent manifester votre réalité bienheureuse lorsqu'ils sont organisés par les fréquences de résonance de la confiance, de la sympathie, de la foi, de la conviction, de la franchise, de l'intégrité. Autrement dit, lorsque l'individu apprend à faire confiance à son soi supérieur, son être de sixième densité, qui lui progresse dans son futur. Ces bosons sont naturellement et implicitement une véritable source d'abondance, puisqu'ils représentent avant tout des potentiels apprêtés à se matérialiser par votre conscience supérieure légitime dans votre propre réalité. Ce qui signifie également que lorsque l'individu ne cherche plus à diriger ou contrôler le flux de ses bosons, en essayant par exemple de contrôler sa vie, celle d'autrui ou son environnement avec ses croyances limitées, l'abondance, la prospérité ou le bonheur surviennent alors par des ressources inconcevables pour l'esprit humain. Étant directement manifestée à un niveau supérieur par votre conscience de sixième densité, cette dernière ne peut plus être parasitée par le corpus prédateur de quatrième densité. L'individu qui comprend et applique ce principe peut de ce fait choisir de se réaliser en orientation SDA. Il sera capable de jouir de son existence sans éprouver le besoin de posséder. Se satisfaisant de ce que lui offre la vie, il n'éprouve par exemple aucun besoin de devenir propriétaire de quoi que ce soit, ou de posséder, d'amasser, de thésauriser, de conquérir, etc. Il n'appréciera donc plus le besoin d'acquérir des terres ou des propriétés, de faire des réserves d'argent, de collectionner de belles voitures, parquer et détenir des animaux, se marier pour posséder une épouse ou un mari, etc. Peu de choses lui appartiennent. Puisqu'il sait qu'il peut créer sa prospérité à sa guise, il n'éprouvera plus le besoin de devenir maître de quelque chose, de dominer ou de posséder autrui. Lorsqu'il se promène dans la nature, l'individu au service d'autrui se contentera simplement de l'admirer, dans le sens de laisser venir à lui son miroir. Il n'en fera donc pas usage inconsidéré pour décorer sa propriété ou se l'approprier. L'humain au service d'autrui n'a cure d'être valorisé. Il ne s'intéresse ni aux compétitions ni aux exploits des autres. Il ne ressent aucun besoin d'être reconnu,
honoré, récompensé, et n'éprouve pas de nécessité d'être gratifié au travers de titres, diplômes, prix, trophées, puisque toutes ces gratifications de l'ego ne sont que des habitudes propres aux consciences évoluant encore au service de soi dans des mondes de troisième densité. Pour un individu au service d'autrui, le don gratuit est non seulement intentionnel, mais mûrement réfléchi, puisqu'il connaît les implications d'un don par réflexe, conditionnement ou culpabilité. Il n'a pas besoin de compter son argent ou d'économiser, parce que le nécessaire, qui répond toujours à la loi quantique de prospérité et de cause à effet, lui est toujours donné. Il ne fait pas de réserve, ne stocke jamais au cas où et n'a pas besoin de prévisionnel pour son futur. Il n'éprouve pas le besoin de contracter d'assurance ou d'épargne pour se sécuriser, puisque souverain de sa réalité, il y instaure sa propre sécurité. Il ne cherche pas non plus à s'approprier le bien des autres, n'a nul besoin de voler, de mentir, de tricher, surveiller, épier, espionner, tromper, arnaquer. Il n'a donc aucune raison d'éprouver de la jalousie ou être possessif, envieux, orgueilleux. Cela ne signifie aucunement qu'il se prive de quoi que ce soit. Cela signifie simplement qu'il a cessé de s'identifier aux choses qui, par des jeux de résonance égotique, lui attribuent de la valeur. S'il est amené à faire un don, il ne cherche jamais de compensation en retour. Il se contente de « je te donne ceci, fais-en bon usage ». Et s'il prodigue un soin, il ne demande jamais de compensation d'argent ni d'échange en retour. L'individu en orientation au service d'autrui, s'il exerce encore en tant que thérapeute, aura appris à donner sans attente d'un retour, en réalisant un véritable don de soi. Mais il donnera uniquement à celui qui le demande, car il possède le discernement nécessaire pour éviter toute ingérence dans le processus karmique d'autrui, donc sans violer son libre arbitre. Finalement, lorsqu'il sera complètement réalisé dans sa voie de service à autrui, un thérapeute en cette orientation cessera tout bonnement d'être thérapeute et ne s'affichera plus en tant que tel. Car il aura compris que pour guérir le monde de souffrance dans lequel il évolue, il se contentera de guérir ses altères, les multiples visages de ses propres boucles de cause à effet. Ces boucles de rétrocausalité représentent son propre karma humain et transdimensionnel qui, lui, répond à des lois quantiques et universelles. Il aura parfaitement intégré que tout ce qu'il voit, entend et perçoit ne sont que des réponses à ses croyances égocentriques. Ces dernières ne révèlent donc que de manipulations de ses pensées induites par le corpus prédateur qui projette et exprime son propre programme de contrôle du service de soi dans la réalité personnelle de l'individu. Il pourra admettre que ces croyances se matérialisent uniquement dans sa réalité en raison des mémoires électromagnétiques induites et programmées dans sa psyché et dans sa génétique par le corpus prédateur. Car c'est de cette manière que son inconscient humain organise alors multiples combinaisons de bosons-fermions à travers le phénomène de gravitation. Combinaisons qu'il projette dans son monde, manifestant une réalité anthropique qui n'a rien à voir avec la création véritable et légitime proposée par son être-té conscience de sixième densité, souveraine des mondes hors du temps, la réalité des potentiels. Par conséquent, il aura compris que pour soulager les gens qui habitent son monde, il lui suffira de guérir de ses propres blessures, de ses propres pensées, de ses propres projections et de s'amender de ses propres croyances. En ramenant à soi la douleur du monde, en l'intégrant, la pleurant, la ressentant, la métabolisant parfois jusque dans ses mitochondries, il pourra accepter qu'en transmuant cette douleur à travers son propre émotionnel, il permettra à l'âme d'autrui de s'affranchir de la souffrance que son hôte est incapable de percevoir ou de ressentir. Ce n'est que de cette manière qu'un authentique chaman, un maître du service à autrui opère. Et ce n'est que de cette façon qu'un individu réalisé au service d'autrui participe à la guérison de l'humanité.
Question à l'ange. Pourquoi de tels individus au service d'autrui sont capables d'un tel état d'esprit de dénuement? Rappelez-vous que des yeux vous observent et de manière invisible vous dirigent. Même si de votre point de vue cela peut paraître inquiétant, vous êtes observé par certaines consciences qui ont plus de poids que d'autres. Vous êtes étroitement surveillé, surtout lorsque vous fonctionnez en réseau ou comme maintenant en commençant à constituer un noyau solide. Et c'est parce que, comme les initiés cathares, vous avez en partie réactivé votre génétique christosémite, que vous êtes déjà parvenu à acquérir une certaine sagesse. Car à travers votre recherche de la connaissance, vous avez déjà pu comprendre que toutes les formes de désir, lorsqu'elles sont exprimées par l'ego, ne découlent que de croyances illusoires. Toutefois, puisqu'au fil des incarnations, de plus en plus d'individus ont appris à faire confiance à leur soi supérieur de sixième densité, qui, légitimement et souverainement, crée leur réalité, ils savent que désormais, et quoi qu'il arrive, sans faillir, ils seront comblés de tous leurs besoins. Cela toujours au plus proche de l'équilibre, pour le plus grand bien de tous. L'individu au service d'autrui qui détient la connaissance détient également la sagesse de la véritable puissance de l'intention. Car c'est elle qui aboutit au véritable mécanisme de la loi d'attraction. Cet individu expérimente quotidiennement la liberté, la prospérité et la félicité que lui procure l'omniprésence de l'énergie universelle. En ayant acquis la sagesse du véritable discernement, il peut totalement faire confiance à la guidance de son être-té supérieur. Si l'humain pouvait toutefois être en toute légitimité ce qui par son essence il est déjà, il gouvernerait son existence sans violer le libre arbitre de ses semblables dans cette troisième densité. Il pourrait réellement apprendre à s'orienter au service d'autrui et ainsi retrouver sa véritable nature, qui est celle de l'être souverain. Mais comme il est resté au service de son petit soi à cause de la dimension de conscience qu'il se forge au travers de ses croyances et ses peurs, manipulées par les consciences prédatrices, il ne peut revenir intégralement dans la voie du service d'autrui en ce bas monde de troisième densité. L'humanité est ce qu'elle est. Le progrès est le progrès. La quatrième densité n'est pas encore, mais se rapproche à grandes ondes. Conséquemment et progressivement durant son cursus d'incarnation, l'humain devra apprendre à se défaire de ses schémas de prédateur au service du petit soi égotique SDF, afin de conduire son âme vers l'expérimentation des mondes du service d'autrui. Aussi, avant de pouvoir prétendre à sa progression sur des plans de conscience supérieurs, tout individu devra être affranchi des dernières reliques de ses boucles karmiques et comprendre comment arrêter de les générer, toujours en veillant à ne pas exercer d'ingérence dans la vie d'autrui. Dans sa vie présente, les reliques karmiques sont systématiquement représentées en boucle aux individus, simplement parce qu'ils demeurent incapables de percevoir leur comportement de serviteurs de leur petit soi égotique. C'est la raison pour laquelle, dans sa dernière incarnation de fin de cycle, tout individu qui désire orienter son âme au service d'autrui est fortement invité à tendre au maximum vers un comportement au service d'autrui en se libérant au plus possible de ces schémas du service de soi. Comme d'une certaine façon le prétendait le Christ, le royaume de l'homme véritable n'est pas de ce monde, mais est dans ce monde. Alors, pour se libérer de ces boucles de rétrocausalité karmique, il n'existe qu'une seule solution: faire entièrement confiance à la guidance de son soi supérieur futur pour arriver, par la même occasion, à sortir du comportement de l'animal humain du service de soi. Il s'agit donc d'un enseignement essentiel et d'un puissant message de paix que ces fameux êtres humanoïdes de retour d'un futur anthropique avaient essayé de vous faire parvenir. Vous le savez désormais et vous pouvez le constater tous les jours. Aucun gouvernement de votre planète n'avait accepté de prendre leur avertissement au sérieux. Mais maintenant que vous êtes informés et que les vérités quantiques sont désormais accessibles à tous, ne serait-ce pas simplement aux véritables humains
les consciences corps, âme, esprit que vous êtes, de vous émanciper vous-même de la gouvernance des élites du nouvel ordre mondial? Ne devriez-vous pas, vous-même, inventer votre nouvelle réalité sans attendre et ainsi, en tant que souverain de votre création, apprendre à vous sortir de ce chaos de la fin des temps? Alors posez-vous la question et en cas de réponse affirmative, osez agir en conséquence. Transmis par Sand Et Genaël.